Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Bon dimanche à tous. La propagation du coronavirus inquiète davantage au Sénégal avec une multiplication des cas par transmission communautaire. Le président Macky Sall n'exclut pas d'ailleurs de durcir les restrictions qui réduisent les déplacements de la population. Le Sénégal qui se dirige fatalement vers le chiffre des 400 contaminations. Et cette semaine, un troisième décès lié au coronavirus a été enregistré. La riposte contre la maladie polluée cependant par une affaire de transparence autour de l'aide alimentaire d'urgence destinée aux ménages modestes. La pandémie du Covid-19 dans le monde, près de 2 500 000 cas d'infection diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis l'apparition de la maladie en décembre en Chine. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 700 000 cas recensés et au moins 37 000 personnes qui ont perdu la vie. Notre invité, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Tulinabo Mushingi, va analyser ces chiffres. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Mais la première question, Tulinabo Mushingi, les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars, soit 164,4 milliards de francs CFA dans les secours d'urgence sanitaires et humanitaires pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie dans 64 des pays les plus à risque, dont le Sénégal. Concrètement, combien le Sénégal va recevoir ou a déjà reçu des États-Unis? Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Au nom du peuple américain, je suis très content d'être ici et de pouvoir expliquer l'apport des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le Covid-19. Je dois dire en premier lieu que nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes en fait le lance de fer de la riposte contre la pandémie Covid-19 dans le monde entier. Et je vais commencer par vous donner seulement quelques chiffres. D'abord, pour le monde entier, comme vous l'avez dit, nous avons, dès que la pandémie a commencé, nous avons décidé ce chiffre que vous venez de donner pour le monde entier. Ça couvre le pays le plus à risque, et ça, c'est à peu près 64 pays, dont le Sénégal. J'ai regardé ma liste ce matin. Pour le Sénégal, c'est à peu près 4 millions de dollars américains. Ça fait à peu près 2,5, 2,7 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est pour pays par pays dans le côté bilatéral. 64 pays, dont 37. 37 sont en Afrique, dont le Sénégal, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est au niveau bilatéral, États-Unis, pays concernés, 64 pays. Mais maintenant, vous pouvez aller aussi dans le cadre de multilatéral. Et je vais vous citer seulement deux cas. L'UNICEF, par exemple, où nous avons mis à peu près 420 milliards de francs CFA. Et comme vous le savez, l'UNICEF travaille dans plusieurs pays, à peu près une douzaine de pays, dont le Sénégal. Et l'UNICEF est présent ici au Sénégal. Donc l'argent que l'UNICEF dépense ici au Sénégal, une partie de ça vient des contribuables américains. Je peux aussi vous parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où nous avons mis 240 milliards de francs CFA. Ça, c'est chaque année. Ça, c'est chaque année. 240 milliards par an. Les États-Unis sont le plus grand contributeur. Ouais, voilà, le plus grand contributeur au sein de l'OMS. 240 milliards chaque année, et cette année, ce n'était pas une exception. Et comme vous le savez, l'OMS travaille dans à peu près 149 pays du monde. Donc, vous voyez, au niveau... Les États-Unis ont pris une décision sur l'OMS, ça, on y revient. On y reviendra. Mais au niveau mondial, au niveau bilatéral, 64 pays, au niveau de l'UNICEF, au niveau de l'OMS, mais aussi, je peux vous parler du citoyen lambda, l'Américain moyen. Vous savez, c'est dans notre ADN en français, c'est dans notre ADN, dès qu'il y a besoin à l'extérieur, les Américains privés se mobilisent aussi pour essayer de jouer leur partition. Et aux États-Unis, au moment où je vous parle, les Américains privés ont déjà collecté près de 900 milliards de francs CFA, ça c'est du côté privé. Et cet argent est distribué à travers des organisations non gouvernementales à but non lucratif,
ou des organisations confessionnelles. Donc voilà au niveau mondial ce que nous sommes en train de faire. Mais comme je suis au Sénégal, quand même, je vais parler du Sénégal en particulier, avant de vous laisser poser la prochaine question. Oui, on entend souvent. Oui, allez-y. Oui, oui. Pour le Sénégal, oui. Pour le Sénégal, oui. Vous avez dit 2 milliards et des poussières que vous avez déjà mis sur... Je vais vous dire une chose. Je vais commencer par le côté général pour le Sénégal. Le côté général, nous dépensons, depuis une vingtaine d'années, nous avons dépensé à peu près plus de 500 milliards de francs CFA dans la santé. Et comme vous le savez, si vous habitez ici, si vous voyagez à travers l'Afrique, le programme, par exemple, contre le sida, qui existe depuis longtemps. Le programme, par exemple, contre le paludisme, qui existe depuis longtemps. Le programme de l'enfant et la mère, la santé de l'enfant et la mère, la nutrition, qui existe depuis longtemps. Donc là, c'est au niveau général. Mais je vais descendre un peu pour donner deux petits exemples et puis on va passer à votre question. Un exemple, c'est avec les différentes agences du gouvernement américain qui opèrent au Sénégal. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, au niveau de USAID, l'agence internationale pour le développement. Nous dépensons 72 milliards de francs CFA dans le développement du Sénégal, chaque année. Plus de la moitié de ça, à peu près 35-36 milliards de francs CFA, c'est dans la santé. Et à la fin de cette interview, je vais vous défier de me donner un autre pays qui dépense 35 milliards de francs CFA par an dans la santé. On entend souvent les Américains dire « nous avons mis des dizaines et des centaines de milliards dans le système sanitaire sénégalais depuis plus de 20 ans. Quand on regarde ce système-là aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est fait au plan local et au plan international. Avez-vous vu ce système sanitaire sénégalais? On y arrive. La deuxième agence dont je vais vous parler, c'est l'agence que nous appelons DOD, l'agence de défense. Ici, vous allez voir très bien le COUS, le Centre d'opération d'urgence sanitaire. Si vous étiez dans ce domaine de médias, je suis sûr que vous étiez là avec nous quand nous avons inauguré avec le président Macky Sall le COUS, le Centre d'opération d'urgence sanitaire. Ça, c'est un centre qui a été construit après les leçons apprises depuis Ebola. Et là, c'était financé, équipé par les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est dans le cadre de CDC. Nous avons, il n'y a pas longtemps, vous avez vu ça aussi, nous avons donné 2 hôpitaux déployables aux forces armées sénégalaises. Et vous êtes sans ignorer qu'un de ces hôpitaux a été déployé à Touba dès qu'il y a eu le cas de Covid-19. Donc ça, c'est au niveau de DOD, parce que ça, c'était l'argent de nos forces armées qui a aidé dans la construction et l'équipement de ce centre, mais aussi pour les hôpitaux militaires. Mais je veux parler d'une autre agence que vous connaissez très bien, CDC, the Centers for Disease Control, le centre de contrôle des maladies. Nous avons un résident ici, un résident conseiller de CDC. Nous avons en fait 2 Américains dans ce centre, plus quelques employés locaux, qui sont effectivement en train de travailler avec votre centre. Au moment où je vous parle, depuis que la crise a commencé, nous avons déployé 5 véhicules au sein de notre ambassade dédiés spécialement pour le centre, pour les aider à faire le cas de contact, le traçage de cas de contact, etc., etc. En plus de ça, vous le savez bien, si vous allez à Thiès, le laboratoire national de santé publique, qui a financé ça? C'est nous. Qui continue à payer le salaire des employés? C'est nous, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un centre qui a été très important dans la lutte contre le Covid-19. Je vais terminer par vous dire que non seulement on a construit ce centre, non seulement on a des conseillers techniques qui sont là tous les matins avec vos agents, les agents du ministère, et nous avons déployé un conseiller à Touba, dès qu'il y a eu le cas, pour aider le Sénégal pour le traçage de contacts. Et pour la mise sur pied de l'hôpital militaire de campagne. Hein. Militaire. Mais aussi, nous avons formé à peu près plus de 700 comités de santé communautaires en dehors de Dakar.
En plus aussi, nous avons formé à peu près localement. Pour le côté bilatéral Sénégal, je vais terminer par les compagnies privées américaines qui opèrent ici. Entre elles, elles ont déjà collecté plus de 400 millions de francs CFA, dont des compagnies comme Microsoft, comme Citibank, qui font partie de la Chambre de commerce américaine. Pour aider le Sénégal dans cette crise Pour aider le Sénégal à combattre le Covid-19. Ça fait beaucoup d'argent tout ça. Oui, ça fait beaucoup d'argent. Maintenant, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que tout globalement, ça fait combien? Vous estimez à combien? Globalement, non, je ne peux pas faire les calculs rapidement dans ma tête, mais avant la fin de cette émission, je vais y arriver peut-être. Ouais. Ouais. Alors, je disais, beaucoup d'investissements dans les politiques de santé publique du Sénégal, et quand on jette un regard sur ce que ce système sanitaire nous offre, n'y a-t-il pas problème, à votre avis, ce système aussi défaillant, aussi déficitaire? Je crois que mon travail, c'est de vous donner les faits, de donner les faits aux téléspectateurs qui nous regardent et de laisser aux citoyens sénégalais de juger. Vous évitez un incident diplomatique, c'est ça? Non, de laisser aux Sénégalais de juger. Mais si vous on va revenir tout à l'heure sur la coopération de façon beaucoup plus générale. Ça nous intéresse aussi. Et on va revenir tout de suite sur cette maladie, cette pandémie, le Covid-19. Tous les États du monde entier sont en mode de résolution du Covid-19. Qu'est-ce qui a fait que votre pays, les États-Unis, sont le pays le plus infecté? Bon, vous voyez, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes, etc. Mais une de raisons sur laquelle nous pouvons penser tout de suite, c'est que les États-Unis attirent tout le monde. Et si vous regardez la carte du monde, et vous regardez la carte de l'aviation civile, où vont les avions qui voyagent dans le monde, la plupart de ces gens voyagent sur les États-Unis. Donc, nous avons déjà un grand nombre de populations. Nous avons une densité forte, surtout dans des grandes villes comme New York, Washington, Atlanta, etc. etc. Donc, jusqu'à présent, même les scientifiques ne savent pas. Le Covid-19, c'est un nouveau virus. Donc, nous tous, ensemble, nous sommes en train d'apprendre comment la propagation arrive, qui est atteint, qui est susceptible de l'attraper. Et tout ça, nous tous, nous sommes en train d'apprendre ensemble. Donc, si on compte... Il y a aussi que le président américain Donald Trump, il semblait minimiser tout cela. Il affirmait que la propagation locale du virus n'était pas inévitable, allant à l'encontre d'avis de responsables sanitaires. Il a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé aux États-Unis aujourd'hui avec plus de 700 000 cas, le président Trump. Comme vous le savez, bon, bien sûr, ma pensée, mes condoléances aux familles victimes de cette pandémie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le monde entier. Et une pensée pieuse, bien sûr, à nos gens de personnel de santé publique qui sont et des membres de la sécurité aussi qui sont en train de risquer leur vie pour essayer de prendre soin des gens affectés. Mais je dois vous dire que quand on parlait de l'Italie, quand on parlait de l'Espagne, quand on parlait de la Chine, avant qu'on ne parle des États-Unis, les questions étaient les mêmes. Un peu partout, les questions sont les mêmes. Et chaque pays est en train de mettre des mesures en place pour essayer de lutter contre le Covid-19. Mais je dois dire clairement que, comme je disais, c'est un nouveau virus qui n'est pas connu. Et que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Sénégal, nous, maintenant, c'est de se concentrer sur les mesures qui peuvent marcher ou les mesures qui ont prouvé qu'elles vont marcher. Donc c'est pourquoi nous incitons, nous demandons à tout le monde de continuer à suivre scrupuleusement les directives du gouvernement des États-Unis d'Amérique, les directives du CDC, les directives de l'OMS, les directives du Sénégal, pour voir si ensemble, nous pouvons
combattre ces virus. C'est un virus, comme vous le savez, qui ne connaît pas de frontières. C'est un virus qui ne connaît pas de nationalité. C'est un virus qui ne connaît pas de classe sociale. Donc, il affecte les princes, les riches, les pauvres, les jeunes, et tout le monde. Donc, vraiment, je crois que nous pouvons concentrer nos efforts sur comment nous pouvons combattre ensemble ces virus et en se focalisant sur ce qui marche. Si ça marchait en Chine, peut-être nous, aux États-Unis, nous pouvons l'adopter. Peut-être au Sénégal, nous pouvons l'adopter. Si ça marche en Espagne, peut-être c'est ça que nous pouvons adopter. Et nous tous de comparer les nôtres. Est-ce que le traitement appliqué par le Sénégal sur ces patients du coronavirus intéresse les États-Unis? C'est encore à voir. Vous savez, nous, comme vous le savez, aux États-Unis, nous avons beaucoup de chercheurs. Nous sommes parmi les pays qui sont en train, aux États-Unis, nous travaillons aussi sur la recherche du vaccin, des vaccins possibles contre le coronavirus. Et comme vous le savez, entre le privé, les universités et le gouvernement, les forces sont conjuguées pour travailler d'arrache-pied pour essayer d'arriver à une solution. Et comme je le disais, s'il y a des solutions qui marchent ailleurs, nous tous, nous sommes là pour essayer d'apprendre des leçons de ce qui se passe ailleurs pour voir comment ça peut s'appliquer dans n'importe quelle partie du monde. Ma question était d'ailleurs si l'expertise sénégalaise intéresse les États-Unis. L'expertise du monde nous intéresse. Nous sommes dans le même monde, un monde interconnecté. Comme je disais, le savoir n'est pas une affaire d'une nation ou d'une autre. Si on arrive à voir que l'expertise sénégalaise peut nous aider, c'est ça la coopération. C'est pourquoi nous sommes là comme ambassade, pour travailler avec le Sénégal, pour voir comment nous pouvons arriver à ce que vous décrivez, de relations et de solutions gagnant-gagnant. Vous êtes-vous déjà rapproché des services du professeur Seydi, par exemple? Personnellement, non, mais j'ai lu dans les journaux ce qu'il est en train de faire et je suis sûr que nos services sont en train de travailler avec vos services pour comparer des notes. Comme je disais, notre conseiller de CDC, tous les matins, il est là avec vous, en train de travailler avec vous et tout ce qu'il apprend, bien sûr, il rapporte à l'ambassade et nous comparons des notes avec nos collègues aux États-Unis. On en vient à cette guéguerre Donald Trump, OMS, le patron de la Maison-Blanche, votre patron, il reproche à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir mal géré la crise et de n'avoir pas été rigoureuse avec la Chine, d'où est partie la maladie en décembre. Qu'est-ce que l'OMS aurait dû faire, à votre avis? Vous voyez, la discussion, c'est bien sûr, bon, vous, les gens du média, vous avez votre propre agenda, vous avez votre propre moyen de voir les choses. Nous, aux États-Unis d'Amérique, la façon dont nous voyons les choses, c'est surtout du côté 3 points spécifiques. La transparence, la gouvernance et la redevabilité. Nous, gouvernement des États-Unis d'Amérique, nous sommes redevables aux contribuables américains. Si nous donnons 400 millions de dollars par an à une organisation, et s'il y a des questions posées sur les 3 points, la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité, c'est notre devoir comme gouvernement des États-Unis d'Amérique qui devons répondre à nos citoyens, aux contribuables qui nous a donné cet argent, de prendre des mesures. Et dans ce cas-ci, la mesure a été de suspendre de nouveaux fonds. On ne suspend pas ce qui s'est passé. Et même suspendre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à aider le monde entier à combattre le Covid. Vous suspendez alors que vous devez déjà des arriérés de 200 millions de dollars déjà à l'OMS. Hein. Non, la polémique de combien, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Comme je disais, nous donnons 400 millions de dollars par an à l'OMS. Il y a eu des questions posées vous les avez posées aussi comme membre des médias, sur la bonne gouvernance, sur la transparence et sur la redevabilité. Nous, comme gouvernement des États-Unis, notre devoir, c'est de mettre un frein. La guerre des puissances États-Unis-Chine apparaît bien dans votre attitude actuelle?
On ne parlait pas de guerre quand même, ça c'est allé J'ai un mis peu trop entre loin. guillemets, Oui, oui, dans chaque pays, nous avons vous guerre pouvez... commerciale, Oui, oui. de la géostratégie. Ça a toujours existé à travers beaucoup de pays du monde. Ça a toujours existé. Mais je dois vous rappeler aussi, je suis sûr que vous le savez, qu'au mois de janvier, nous étions parmi peut-être le premier pays à venir en aide à la Chine avec la crise du Covid-19. Donc nous travaillons ensemble, nous continuons à travailler ensemble. Mais ce qui se passe au niveau commercial, que ce soit entre les États-Unis et la Chine, que ce soit entre l'Union européenne et les États-Unis, que ce soit entre le Sénégal et la France, tout ça, ça existe toujours. Ça fait partie de la coopération et c'est pourquoi nous avons des représentants dans chaque pays. Vous avez des représentants dans chaque pays pour essayer de régler ces questions-là. Mais les États-Unis contribuent à hauteur de plus de 241 milliards de francs CFA dans le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. La décision de suspendre tout cela en pleine crise, en pleine gravité de la pandémie du coronavirus, pour certaines analyses qu'on a entendues ça et là, c'est même un problème d'humanisme qui se pose. Suspendre cette aide d'une si grande importance en ce moment de forte crise sanitaire. Comme je vous l'ai dit, se suspendre de nouveaux fonds à l'OMS. Mais cela ne veut pas dire que ces fonds, nous allons les retirer et les garder. L'OMS en a besoin. Oui, bon, mais les fins pour lesquels l'OMS allait les dépenser, ces fins peuvent toujours être atteints par d'autres moyens, soit bilatéralement, soit à travers d'autres partenaires. Comme je vous ai cité le contourner en allant contribuer directement dans les ripostes selon les pays, voilà, les territoires. Pas pour contourner, pour continuer notre travail qui est de sauver des vies, notre travail qui est d'aider le monde entier à combattre le Covid-19. Il en va de notre intérêt, l'intérêt des États-Unis d'Amérique, qu'on combatte le Covid-19. Il en va de l'intérêt du monde entier et c'est pourquoi nous n'allons pas nous arrêter. Et la suspension de nouveaux fonds auprès de l'OMS ne va rien changer à ce que nous contribuons pour combattre la pandémie du Covid-19. On va parler de la communauté sénégalaise qui vit dans votre pays, à New York par exemple. Déjà, pourquoi New York est-il l'État le plus touché par le coronavirus aux États-Unis? Comme je vous ai dit au début, là, les raisons, ça c'est les spécialistes ont commencé à analyser toutes ces questions. Pourquoi plus de monde ici, plus de monde là? Et peut-être ils vont trouver des solutions, peut-être ils ne vont pas trouver des réponses. Vous parlez des voyages sur les États-Unis. New York, ce n'est pas le plus grand aéroport de votre pays. Jeff, à New York, c'est pas le plus grand, c'est peut-être parmi les plus grands. Chicago, un peu. Oui, Chicago aussi, mais le nombre de vols qui atterrissent à New York, mais ça peut ne pas être la raison. Comme je disais, les spécialistes et les experts vont continuer à analyser ça pour trouver des raisons. Mais pour le moment, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer d'arrêter le Covid-19. Et nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes en train de jouer notre partition, plus que notre partition, dans le monde entier, inclus ici au Sénégal, pour aider à combattre le Covid-19. Les Sénégalais qui sont morts du coronavirus aux États-Unis, 16 selon les associations, 8 d'après les autorités consulaires sénégalaises. Ouais. Avez-vous le nombre exact de Sénégalais morts du Covid-19 aux États-Unis? Non, je n'ai pas ce nombre exact. C'est difficile à savoir, parce que vous en comptez des centaines par jour. Oui, vous voyez, on peut demander, on peut chercher, mais le nombre exact, moi, je ne l'ai pas. Y a-t-il des Américains contaminés au coronavirus au Sénégal? À ce que je sache, je n'ai pas cette information. Toulinabo Mouchingue, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, l'invité du grand jury ce dimanche. On parlait tout à l'heure des polémiques, même en pleine crise sanitaire du coronavirus, entre États, entre puissances. On a accusé par exemple la Chine d'avoir caché les vrais chiffres de l'épidémie sur son territoire. La même accusation a été récemment, ces dernières heures, formulée à l'endroit des autorités américaines avec une récente étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford en Californie.
étude qui indique que le nombre réel de contaminations serait sans doute plus de 50 fois supérieur aux chiffres annoncés jusqu'ici. Dans le monde entier? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Vous savez, c'est bien de se concentrer sur un pays ou l'autre. C'est bien de poser des questions sur le nombre de gens morts. Mais je dois vous faire revenir l'attention, apporter votre attention sur le fait que ce virus est nouveau. Ce virus n'est connu de personne. Nous tous, depuis le mois de décembre jusqu'à présent, nous sommes en train de découvrir comment ce virus se propage, mais surtout d'essayer de voir comment on peut l'arrêter. Et c'est ça l'effort que nous sommes en train de faire. Et les chiffres, quand vous voyez quelqu'un qui a été testé et qui meurt, là, on peut dire clairement que la personne est morte de coronavirus. Mais s'il y a quelqu'un qui est mort hier et n'a pas été testé, combien de temps ça prend pour dire de quelle maladie cette personne est morte? C'est pourquoi ces chiffres continuent à changer. Mais une chose qui est claire et que je dois vous dire, que je dois dire clairement à vos téléspectateurs, c'est que chez nous, la transparence, ça fait partie, on ne peut rien cacher aux États-Unis. Donc tout ça, ça va tôt ou tard sortir. Donc, et c'est pourquoi, au niveau d'autres pays, nous insistons aussi sur la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité. Donc, si les chiffres amènent à changer, c'est parce que quelqu'un chez nous a découvert que personnes telles qui sont mortes il y a 2 jours, que peut-être c'était le coronavirus. Et il en va de nous, de nous féliciter d'abord, de dire que nous avons révisé nos chiffres. Vous avez vu qu'en Chine, ils ont révisé leurs chiffres aussi. Un peu partout, c'est la même chose. Et comme je disais, ce virus n'a pas de frontières, ce virus ne connaît pas de pays riches et de pays pauvres, et nous tous, nous sommes dans le même bateau. Le plan de Donald Trump, le plan économique pour gérer la crise et l'après-crise, donnez l'exemple de l'aide que l'État américain donne aux familles pauvres. Vous parlez littéralement comme ça. 1 000 $ aux adultes, environ 500 000 francs CFA, et la moitié pour les enfants, 500 $. Est-ce que c'est un modèle que vous auriez conseillé aux autorités sénégalaises qui ont préféré acheter des vivres à la place d'un versement direct de l'argent aux ayants droit? Comme je vous ai dit, bon, chaque pays regarde sa situation locale et chaque pays décide ce qui est bon pour leurs citoyens, leur pays. Et au Sénégal, ils ont décidé d'aller dans ce sens-là. Seule l'histoire prouvera si c'était la meilleure solution ou non. Aux États-Unis, on a décidé de faire de rabais sur ce que le contribuable américain donne à notre gouvernement. Et on est arrivé à un calcul que vous avez cité, certains 1 000 $, d'autres 1 200 $, d'autres un peu moins de ça, et d'autres rien. Et ça, c'est une formule. Maintenant, tout ce que chaque dirigeant d'un pays au monde est en train de faire, c'est d'essayer de trouver des solutions pour résoudre le problème, la crise courante. La crise affecte l'économie, et chaque pays est en train de voir quelles mesures appropriées mettre en place pour aider l'économie, pour anéantir au moins, pour réduire les chocs que l'économie du pays va avoir. Et il y a beaucoup de mesures dans chaque pays, différentes mesures dans chaque pays, mais encore une fois, c'est une décision du pays par pays. Cependant, cette aide alimentaire d'urgence sénégalaise, objet de polémique, ça vous interpelle aussi, hein. Vous n'avez cessé, depuis le début de cette émission, d'évoquer les questions de transparence, de redevabilité. Vous avez aidé le Sénégal à gérer cette crise, de l'argent donc investi dans le pays. Des doutes sur la transparence, sur les transactions commerciales, notamment sur l'achat de riz. Est-ce que ce sont forcément des choses qui peuvent préoccuper les partenaires du Sénégal, comme les États-Unis, qui ont déjà, je l'ai déjà dit, participé à l'effort de guerre, et en tant que membre influent des instances internationales financières, comme le FMI et la Banque mondiale. Vous regardez ça, non? Bien sûr, ça nous intéresse tous. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous travaillons avec vos autorités. Depuis que la crise a commencé, j'ai rencontré beaucoup de vos autorités officielles ici. Et
Et la transparence dans le système de gérance de l'aide alimentaire, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Nous sommes en train d'observer, comme tout le monde, ce qui se passe. Mais je dois vous dire, si vous avez suivi l'interview de votre président avant-hier, avec la TV5, France 24, RFI, ça c'est où il a dit qu'il allait nommer un comité composé des membres de plusieurs de composantes de la société, inclus les membres du Parlement, société civile, gouvernement, etc., pour essayer de voir clair dans ça. Je crois que le président Macky Sall et son gouvernement sont aussi conscients de ce que vous êtes en train, ce que les médias sont en train de dire. Et je suis sûr que dans le cas comme celui-ci, où on est en train de focaliser sur combattre le Covid-19 et d'aider les familles à combattre ce Covid-19, je suis sûr que la transparence va être très importante dans ce sens-là aussi. Et le fait que le président de la République donne cette gestion-là à son beau-frère, par ailleurs ministre, est-ce que des États-Unis, c'est une chose qui pose problème, qui pourrait poser problème? Vous voyez, la question, le problème ne devait pas être beau-frère ou quelqu'un d'autre. La question doit être si la personne est bien qualifiée pour gérer ce dossier-là. Mais quand nous commençons à mélanger famille, beau-frère, etc., là, Parce que en Afrique, aux États-Unis, ça pose moins de problème. En Afrique, c'est un gros souci. Mais ça prend l'attention ailleurs, quand on commence à voir seulement le côté famille, etc. Le côté qu'il faudrait voir, c'est de faire des enquêtes, aller sur le terrain, voir quelle compagnie qui a reçu le marché, comment cette compagnie a été choisie, et à la fin de conclure si oui ou non il y a eu transparence ou non, mais pas des questions de famille. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, on aborde maintenant la coopération Sénégal, États-Unis, Sénégal. Elle se chiffre à quelle hauteur et à combien aujourd'hui et dans quel secteur? Bon, merci pour la question. En fait, aujourd'hui, je vous ai amené aussi ma carte que je vais vous laisser bientôt. Ma carte qui décrit notre coopération brièvement. J'ai déjà reçu en électronique. Vous pouvez lire après. Mais cette carte décrit plus ou moins notre coopération. Je dois commencer par dire que nous sommes une des plus grandes, si pas la plus grande ambassade représentée ici au Sénégal. Plus que la France? Moi, je ne parle pas d'aucun pays. Je dis je parle des États-Unis seulement. Vous allez comparer vous-même, vous allez compter. Nous avons 22 agences du gouvernement des États-Unis qui opèrent à partir du Sénégal, bilatéralement, mais aussi régionalement. Nous avons, par exemple, je vais vous citer quelques agences spécifiques. L'agence dont nous avons déjà parlé, 3 agences, agence du département de défense, à peu près 22 millions de dollars par an. Et ça, c'est à peu près une douzaine, 14 milliards de francs CFA pour les gens qui font des mathématiques très vite. Nous avons par exemple l'agence USAID dont nous avons parlé, 72 milliards de dollars par an dans plusieurs domaines, économie, santé, éducation, etc. En parlant de l'éducation, je vais encore vous défier, nous dépensons 71 millions de dollars par an dans l'initiative Lecture pour tous. Ça, 71 millions de dollars, à peu près 36... Je pense que d'ailleurs, vous avez un peu suspendu pour faire focus sur la lutte contre le coronavirus. Exactement. Sur les financements que vous avez orientés sur la lutte. En plus du financement dont j'ai parlé, réorienté un peu. Mais ça, c'est en plus de 4 millions dont j'ai parlé avant. Donc, mais je veux vous défier de me donner notre pays qui dépense 35 milliards de dollars dans l'éducation des Sénégalais. USAID. Nous avons parlé du CDC déjà, qui est là, Center for Disease Control. Ça, c'est 3 agences phares dont nous avons déjà parlé. Mais l'agence que nous ne pouvons pas ne pas citer aujourd'hui, parce que votre mouvement New Lank vous rappelle ça souvent, l'électricité, le coût de l'électricité et l'accès à l'électricité, c'est l'agence MCC, Millennium Challenge Corporation. Le compact qui a été signé en 2019 de 550 millions de dollars du côté américain, 50 millions du côté sénégalais, qui fait un paquet de 600 millions
pour une seule contrainte, l'électricité. Pour avoir accès à l'électricité, mais aussi à l'électricité affordable. Et ça, je dois dire à vos téléspectateurs, ça c'est 550 millions de dollars de dons. Ce n'est pas un prêt comme d'autres pays, ce n'est pas un prêt que vous devez nous repayer. Donc là, c'est le MCC, Millennium Challenge Corporation. Je peux vous parler aussi du département de l'agriculture. On va s'arrêter un peu sur l'électricité. Oui. Cette grosse enveloppe a été donnée au Sénégal avant la décision des autorités sénégalaises de hausser les tarifs de l'électricité. C'est en contradiction ou c'est compréhensible pour vous? Ou ça n'a rien à voir? Non, mais écoutez, cher ami, comme je vous ai dit, ce que nous disons, c'est que le Sénégal et les États-Unis se sont mis d'accord. Ils ont identifié les contraintes en général au développement économique. L'électricité, c'était une des contraintes. Une fois identifié que c'est ça, il fallait décider combien d'argent, qui va payer quoi, etc., quel programme, etc. On a discuté, ça, ce sont de longues discussions. On a fini par se mettre d'accord sur un paquet de 600 millions de dollars. Alors, la signature était au mois de décembre, je crois, 2018. Il faut le temps pour exécuter le programme. Mais je peux assurer aux Sénégalais qu'à la fin de ce compact, New Lank sera très content de ce que les États-Unis auront apporté au peuple sénégalais au niveau de l'électricité. J'allais ajouter un autre ministère parce que c'est très important pour moi au niveau de l'agriculture. Notre ministère de l'Agriculture. Nous sommes là avec le ministère de l'Agriculture pour vous donner seulement deux petits exemples. Un exemple, nous investissons dans la chaîne de valeur de noix de cajou. 22 milliards de francs CFA pour la chaîne de valeur de noix de cajou pour les 3 pays. C'est un programme régional entre la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. En plus de ça, notre département de l'agriculture investit au nord, dans la région de Saint-Louis, dans les cantines scolaires. Sur la noix de cajou, oui. Le conditionnement, il y a toujours des problèmes. Les femmes ne cessent de crier l'alerte, de lancer l'alerte que le conditionnement, la transformation, toutes les conditions ne sont pas réunies. Les femmes de Casamance notamment. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans ce domaine. Et comme je disais, c'est la chaîne des valeurs en allant du producteur jusqu'au consommateur et tout ce qui est au milieu. Et c'est pourquoi notre ministère de l'Agriculture a décidé... Le transport, ce n'est pas vous. Le transport, ce n'est pas vous. Et le transport pose problème. Nous allons investir dans toute la chaîne de valeur au niveau de production. Oui, construction de routes. En fait, on a déjà commencé en Guinée-Bissau. En Casamance, nous avions déjà commencé avant le Covid-19. Nous avons un bureau en Casamance, nous avons un bureau en Guinée-Bissau, nous avons un bureau en Gambie. Et ça, ils vont travailler ensemble pour cette chaîne de valeur du producteur jusqu'au consommateur, transformation, transport, tout ça c'est ensemble. Mais je vais vous donner deux autres agences avant que je l'oublie. Notre agence de l'aviation civile. Nous sommes en train de travailler avec votre nouveau Air Sénégal pour essayer d'ouvrir la ligne Dakar-USA. Dakar-Washington, Dakar-New York, ils vont décider où. Mais ça, c'est très important pour nous, c'est très important pour le Sénégal. Et depuis bientôt... Ce sera quoi le modus operandi? Comment vous allez faire tout ça? Mais tout ça, c'est encore à discuter. Nous sommes au début de ces discussions. Améliorer la flotte comme Air Sénégal, par exemple? Bon, bien sûr, pour nous... Entrer dans le capital de la société? Bon, bien sûr, pour nous, ça, ce sont des discussions qui continuent. Mais pour nous, nous sommes en train de travailler avec Air Sénégal pour essayer d'avoir cette ligne, que cette ligne soit ouverte.
Et bien sûr, nous, ça nous intéresserait beaucoup. Des Airbus ou des Boeing? Voilà, nous, ça nous intéresserait beaucoup, bien sûr, si on voyait Air Sénégal sur un Boeing. Bon, jusqu'ici, c'est Airbus. Sur un Boeing, atterrir à New York ou atterrir à Washington, D.C. Nous avons, si vous allez à votre aéroport Blaise Diagne, vous avez le Teranga Sécurité Agence. Nous avons de notre côté TSA, Transportation Security Agency, qui travaillent ensemble. Et comme vous avez vu les machines là où vous avez vos scanners, les body scanners, ça c'est nous. La formation des agents de l'aéroport pour la détection de bombes, etc., des explosifs, ça, nous sommes dedans. Donc ça, c'est une autre agence. Une agence que je ne veux pas oublier, parce que c'est une agence tout près de mon cœur, c'est le Corps de la paix. Le Corps de la paix qui existe ici depuis les années 62-63, sans interruption. Le Corps de la paix a toujours existé au Sénégal. Le Covid-19 vient d'interrompre un peu, mais c'est une suspension temporaire. Comment ils font? Ils continuent le travail malgré la présence de la maladie au Sénégal? Ils continuent, ceux qui sont déjà là, ils continuent. Oui, les volontaires étaient là, mais ils ont été retirés à cause du Covid-19, parce que vous vous rappelez bien, les volontaires habitent au niveau du village. Ils habitent au niveau du village. Et donc, on a décidé, pour être prudent, de les rappeler à Dakar? Non, de les rapatrier. Aux États-Unis? Oui, oui. C'était combien? À peu près plus de 200 volontaires. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est une contribution très, très importante, parce que ça nous aide surtout dans la compréhension entre le peuple sénégalais et le peuple américain. Les volontaires travaillent au niveau du village, et comme je disais, depuis les années 60, ils sont là sans interruption. C'était un des plus grands programmes au monde. Et il y a un an, nous avons célébré, nous avons fait prêter serment au 4 millième volontaire du Corps de la paix au Sénégal. Donc là, je ne voulais pas oublier le Corps de la paix comme agence du gouvernement. En plus de ça, il y a beaucoup d'autres agences. Le FBI est là. Vous avez, il n'y a pas longtemps... Ils sont où, le FBI? Ici, vous allez lire ma carte. Et nous sommes là pour travailler avec vous. Vous avez vu la saisie de cocaïne à l'aéroport. Notre agence de Drug Enforcement Agency est là, en train de travailler avec vous. Vous avez vu le laboratoire national, le laboratoire de la police pour étudier les drogues, quelles sortes de drogues qui passent au Sénégal. Là, c'est le laboratoire que nous avons équipé pour la police nationale. Là, c'est une agence du gouvernement américain, NCIS, qui est là aussi, et etc., etc. Donc, c'est une coopération. On a l'impression, monsieur l'ambassadeur, que vous contrôlez bien le Sénégal. Non, il n'y a pas. C'est une coopération fructueuse, une coopération dynamique. Comme je le disais, depuis 60 ans, nous sommes là, aux côtés du Sénégalais. Pendant Ebola, nous étions là, aux côtés du Sénégalais. Aujourd'hui, avec le Covid-19, nous sommes là, les États-Unis d'Amérique sont là, aux côtés des Sénégalais. Et bien sûr, maintenant, quand on regarde au monde le nombre de cas, etc., tout le monde a un peu de désespoir. Mais ce que je veux dire à vos collègues, si je ne me trompe pas, vous avez une expression en Wolof qui dit « Lumu Goudi Goudi Berset ». Donc, ensemble, nous vaincrons ce Covid-19 aussi. Et ça, c'est aujourd'hui. Demain, nous, les États-Unis d'Amérique, nous resterons aux côtés du Sénégal. On va revenir sur le trafic de drogue. D'accord. On sait que les États-Unis ne rigolent pas avec ça. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois sur le port de Dakar, cette saisie importante de drogue dure venue d'Amérique latine qui a échappé à tout le monde. On sait que vous êtes allé au large de la Guinée-Bissau même pour arrêter des hauts responsables militaires bissau-guinéens soupçonnés, que vous avez même jugés. Comment vous commentez cette entrée massive de drogue dure au Sénégal? Vous considérez Dakar comme, on dit, une plaque tournante ou pas? Vous savez, le trafic de drogue dans le monde entier, bien sûr, c'est un problème très sérieux. Et nous, aux États-Unis, nous dépensons
beaucoup d'argent pour essayer de lutter contre le trafic de drogue, que ce soit le trafic de drogue qui entre aux États-Unis ou le trafic de drogue qui va ailleurs. Et c'est pourquoi notre agence de Drug Enforcement Agency, DEA, qui est en train de travailler sur ça. Et l'agence basée ici à Dakar est une agence, ça travaille régionalement avec d'autres pays de la région. Mais ça, c'est de travailler avec, c'est d'essayer de accroître les capacités des pays partenaires pour eux-mêmes de pouvoir détecter et de pouvoir faire des enquêtes. Vous avez enquêté sur ce qui s'est passé récemment? Bien sûr, d'enquêter sur ce qui s'est passé et d'essayer d'identifier l'origine et qui est derrière ça. Mais c'est un problème très difficile et très sérieux. On ne sait pas qui est derrière ça. L'origine, vous êtes voisin, hein, c'est l'Amérique latine. Bon, l'Amérique latine, c'est vaste. Ce n'est pas un seul pays, l'Amérique latine. Et nous avons, je peux vous assurer, nous avons beaucoup de nos collègues spécialistes dans ce domaine qui sont en train de travailler de ce côté-là. Et nous, ici, tout ce que nous pouvons faire, c'est de travailler avec nos collègues sénégalais parce qu'il y a des conséquences néfastes de la consommation de drogue. Et c'est ça que nous voulons que nous, si nous avons des renseignements, que nous partageons ça avec nos partenaires sénégalais pour voir comment les Sénégalais eux-mêmes peuvent arriver à protéger leurs citoyens. Et nous sommes contents de cette relation, de ce dynamisme entre vos agences, vos forces qui travaillent dans la lutte contre le trafic de drogue. Ouais. La vie et les activités maintenant dans les services consulaires américains à Dakar avec le coronavirus, est-ce que vous continuez à délivrer des visas malgré la fermeture des frontières aériennes? Ouais. Pour le moment, le service est suspendu, le service est un peu au ralenti comme un peu partout, parce que maintenant, nous tous, vous comme nous, comme le gouvernement, nous sommes en train de passer au téléwork et la façon dont nous octroyons les visas ne s'adaptent pas aussi facilement au téléwork. Il faut vraiment être là à la machine, il faut parler à la personne, etc. Donc pour le moment, le service de visa est suspendu, sauf des cas urgents, des cas exceptionnels. Mais nous nous attendons bien sûr à réouvrir aussitôt que possible. Et tout le monde qui était dans la chaîne de valeur, sur la liste, tout le monde aura la communication à temps opportun. Vous délivrez combien de visas au Sénégal chaque année? Chaque année, ça varie bien sûr. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé les statistiques, peut-être ce sont des statistiques de 2017 ou 2018, c'était à peu près aux environs de 10 000 visas. Mais je sais que vous, quand vous parlez de visas, vous parlez de visas touristes, parce que c'est tout ce que tout le monde voit. Mais aussi, nous avons des visas immigrants, et que les gens ne parlent pas beaucoup de ça, des Sénégalais qui choisissent d'aller vivre, d'immigrer aux États-Unis. Et là, les dernières statistiques que j'avais regardées, c'était à peu près dans les 5 000 visas du côté immigrant. Pour un pays qui se veut partenaire stratégique du Sénégal, c'est très peu comme sur 16 millions de personnes, vous pensez que ça c'est très peu? Non, mais pas par rapport à toute la population sénégalaise, mais les demandes que vous recevez sont 100 fois, 200 fois supérieures à ce que vous délivrez. Oui, mais ce que nous essayons de voir, c'est des visas des touristes qui sont comment en anglais ça se dit genuine tourists. Donc de vrais touristes, donc il y a des critères qu'on vérifie, mais moi je me disais 10 000 quand même sur 16 millions de Sénégalais, ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement aller aux États-Unis. Il y a l'Italie, il y a vous avez beaucoup une grande communauté en Italie. Il y a la France, bien sûr, il y a l'Angleterre, un peu partout au monde. Il y a la Chine, il y a la Russie. Donc moi, je me disais, 10 000 quand même, c'est assez louable. Et aussi, je dois préciser à nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est que nous, les États-Unis, c'est un pays d'immigrants. Ça a été créé par des immigrants. Donc, nous continuons à accueillir les immigrants qui viennent d'un peu partout et nous continuons, mais ça, ce sont les immigrants légaux. Il faut aller aux États-Unis
légalement. Et si vous allez aux États-Unis légalement, vous êtes les bienvenus. Alors, pour ce qui est de la dette, c'est la dernière question. Avec le Covid-19, cette pandémie qui ébranle tous les pays du monde, la question de la dette publique des pays africains, vous êtes pour une annulation générale, totale ou partielle? Vous savez, ou pas du tout? Oui, ça c'est une décision bien sûr qui va être prise par les pays débiteurs, les pays qui vous donnent des dettes. Mais la part des États-Unis. Je vais en profiter pour vous dire que parmi le G20, les États-Unis font partie du G20. Vous avez vu la décision du G20. Et en passant, je félicite votre président pour son leadership. Il était le premier à parler de cette question de dette. Nous, ça fait maintenant plusieurs années que nous essayons de sonner l'alarme sur l'endettement de certains pays, l'endettement de certains autres pays qui veulent toujours vous donner des dettes. Nous sonnons cette alarme depuis longtemps, ce n'est pas un secret. Et en fait, vous savez qu'un pays seul détient 25% de votre dette, un seul pays au monde. Vous savez c'est quel pays? Vous ne pas citer. Nous poussons beaucoup. Comme membre de G20, nous avions approuvé ce que le G20, avec le leadership du président Macky Sall, qui a été emboîté par le président Macron et d'autres présidents, et le G20 se sont rencontrés pour parler au moins de deux moratoires. Et ça, c'est le premier pas. Le prochain pas, ce sera pour les pays membres, la banque, inclus la Banque mondiale, le FMI, de s'asseoir et de discuter. Je crois qu'il y a une réunion qui est prévue d'ici peu pour discuter quelles modalités après ce moratoire. Ouais. Mais c'était déjà un pas positif de décider sur le moratoire. Pour la question de la dette, mon opinion personnelle, c'est que si on peut éviter d'être trop endetté, c'est ça que moi je préconise. Mais une fois qu'on est dedans, alors il faut essayer de trouver des solutions. Comment gérer la dette? On attend tous ce que le G20 finance, comme on l'appelle, va décider de la dette publique africaine notamment. Dernière question. Le président américain Donald Trump n'a pas encore effectué de visite en Afrique depuis son élection. Il y a bientôt 4 ans, c'est bientôt la fin de son mandat. Il ne viendra pas. Ce que je dis à mes collègues sénégalais, et comme vous le savez, je voyageais à travers tout le Sénégal, de Podor à Kolda, de Didemfelo à Bignona, à travers tout, de Ourossogui, un peu partout à Saint-Louis, en passant par le Linguère, le Louga, etc. Je voyageais un peu partout. Une chose que je constate quand même, c'est que quand on parle de relations entre le Sénégal et les États-Unis, moi, je suis très fier de ce que nous, les États-Unis d'Amérique, nous avons pu accomplir ici au Sénégal. Nous sommes pratiquement une de seules représentations. Il viendra ou il ne viendra pas? Non, ce que je peux vous dire, c'est que... Sur le continent africain, ce que je peux vous dire... Trump. Oui, et ce que je dis aux Sénégalais, c'est aux Américains aussi, c'est que depuis l'existence du Sénégal comme pays, depuis l'existence du Sénégal comme pays, écoutez-moi bien, chaque président sénégalais a été reçu ou a reçu un président américain. Il n'y a pas beaucoup de pays du monde qui peuvent Macky Sall a dire donc déjà reçu sa part avec Barack Obama, c'est ça? Chaque président sénégalais a reçu ou a été reçu un président américain. Et si vous voulez mettre de l'autre côté, depuis Kennedy jusqu'à présent, chaque président américain a reçu ou a été reçu par un président sénégalais. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent dire la même chose. Si la Maison-Blanche arrivait à décider pour une visite, nous serons les premiers à partager cette nouvelle avec vous. Mais ça, c'est à la Maison-Blanche de décider. Une question, une réponse 10 secondes. Vous avez sans doute remarqué ce qui ressemble à un sentiment anti-Donald Trump sur le continent américain? Sur le continent américain? Non. Africain. Africain. Moi, je n'ai pas remarqué ça. Merci. Tulinambo Mushingi, ambassadeur des États-Unis à Dakar, c'était le grand jury. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques, Justine Abdou,
Pape Samba et Magui au digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Bon dimanche.